Chapitre 10. Pauline fronça les yeux, aveuglée par le soleil. Elle aurait donné tout ce qu'elle possédait pour se débarrasser juste un instant de ses lourds jupons et de ses bas. Malgré la canicule, Pauline, qui suivait le cortège de la reine, ne se lassait pas de contempler les jardins. De ces terres marécageuses, le nôtre avait créé un paradis de bosquets ordonnés et de fontaines chantantes. Les Romains n'auraient pas fait mieux. Le roi le répétait fièrement chaque jour en se promenant. Et ce que Louis le Grand voulait, le nôtre le faisait. Cet après-midi, la reine avait décidé de se mettre au frais sous les arbres avant de remonter le grand canal en barque avec le roi. Elle avançait à petits pas sur les gravillons des allées, en équilibre sur ses hauts talons. Le roi aimait les grandes femmes et elle était si petite. D'ailleurs, raillait encore Madame de Morlois, si on avait dit à la reine que son époux aimait les acrobates, elle aurait aussitôt appris à marcher sur les mains pour lui plaire. 4 de ses nains portaient le dais de brocart sous lequel elle marchait à l'ombre tandis que ses pages portaient sa traîne. Pauline suivait avec les chiens. Derrière elle venaient les duchesses de Beauvilliers et de Chevreuse, 2 des filles de Colbert, qui avançaient sous des parasols portés par leurs négrillons. Madame de Gramont, serrée à l'excès dans son corset, rouge à exploser, se faisait éventer par son serviteur mort en turbané. L'exotisme était à la mode cette année. Les autres dames, moins titrées, suivaient avec ombrelle ou masque au bout d'un face-à-main pour protéger leur teint de l'ardeur du soleil. « Presto !» ordonna la reine à la petite troupe. « Que les rois nous attend !» Au parterre du nord, le souverain, qui semblait insensible à la chaleur sous sa lourde perruque, écoutait attentivement les explications de l'architecte Ardouin-Mansart. Les travaux de l'aile du midi et de la galerie prenaient du retard, ces feignants d'ouvriers refusant de doubler les cadences malgré les primes. « Navrant !» fit le roi. Mais on ne pouvait leur donner le fouet, comme aux galériens. Le roi se retourna fort à propos pour voir l'étrange suite de sa femme arrivée. Il ébaucha une grimace. La reine de France avait tout d'un petit tonneau monté sur échasse et presque autant d'esprit. Une fois de plus, Louis ne put s'empêcher de la comparer à sa mère, Anne d'Autriche, si belle et si intelligente, protectrice des arts et fine politicienne. Ce matin même, il en avait discuté avec son amie et confidente, Madame de Maintenon. Celle-ci l'exhortait à plus de gentillesse envers son épouse, qu'il n'aimait pas, mais à qui il devait du respect, disait-elle. Dieu se souviendrait des outrages qu'il lui faisait subir. Dieu, la seule entité que Louis craignit en ce bas monde. Il se força donc à sourire à sa femme et lui baisa les doigts, ce qui fit rosir Marie-Thérèse comme une adolescente. Puis, se joignant au cortège, il dit comme à son habitude un mot aimable à chaque dame, avant de rejoindre Pauline à l'écart avec les chiens. La marquise avait tort. Vous faites une ravissante demoiselle, mademoiselle. Votre majesté est trop bonne. Monsieur votre frère va être affecté ici. Les instructeurs du Louvre ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Il devrait d'ailleurs arriver aujourd'hui même. Oh, votre majesté, je suis si heureuse, s'écria Pauline, attirant sur eux les regards curieux des courtisans. Toujours aussi spontanée à ce que je vois. On va encore jaser, mademoiselle. Moi qui pensais être enfin tranquille. Ne vous inquiétez pas. Les courtisans oublient vite. Et, dit-il en la quittant, continuez à bien servir la reine. Je sais qu'elle est très seule. Certains se méprirent sur la nature de cette conversation, et plus encore Madame de Montespan, qui, depuis le rez-de-chaussée du château où le roi lui avait donné le somptueux appartement des bains, regardait la scène, rongée de jalousie. « Madame, fit Claude Desœuillets, le tailleur insiste encore pour être payé. Il paraît que nous lui devons 35 000 livres. »« Insiste !» reprit la marquise outrée. « C'est Manon, de ses audaces. Madame de Montespan s'habille chez lui et ce faquin insiste pour être payé avec la renommée que je lui apporte. Faites-le jeter dehors, et s'il revient, que mes gens le bâtonnent. » La marquise reprit son observation des jardins, l'air buté. « Faites venir Héloïse de Montvivier, j'ai une mission à lui confier. » Claude sortit à reculons, étonné de la hargne de sa maîtresse. Encore la jeune Saint-Béryl, pensa-t-elle. Pourtant, leurs espions étaient formels, le roi ne la fréquentait pas. Mais la belle Athénaïs avait la rancune tenace. Elle ne serait satisfaite que lorsque cette Pauline aurait disparu de la cour, de gré ou de force. La marquise serra les poings. Cette mijaurée de Saint-Béryl ne l'ennuierait plus longtemps.
Elle se retourna lorsque son chambellan fit entrer celui qu'elle faisait attendre depuis une bonne heure dans son antichambre. « Cher marquis !» dit-elle tout sourire en tendant ses mains. Lourmel s'étonna de tant d'amabilité, puis se courba servilement pour lui baiser les doigts. « Madame, je me permets de faire appel à vous, commença-t-il en serrant son chapeau à deux mains. Vous pourriez intervenir pour une affaire que j'ai en cours. Vous savez bien que je n'ai plus de crédit auprès du roi, coupa sèchement Athénaïs. Mais vous êtes au mieux avec Colbert. Il se peut. La marquise s'assit à son bureau et se mit à chercher un document dans une pile de papier. Un instant décontenancé, Lourmel poursuivit pourtant. Vous savez que l'on rétribue ceux qui trouvent de nouvelles taxes pour en faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Vous savez aussi que, bien que cela soit interdit par la loi, la plupart des livrets des domestiques sont agrémentés de galons dorés. J'avais donc pensé à une taxe d'1 écu par domestique. J'ai bien écrit plusieurs placés au roi, mais sans réponse. La marquise ne broncha pas. Cela rapporterait près d'1 million de livres à l'État. Je me contenterais, quant à moi, de 10 sols par livret. Il se balançait d'un pied sur l'autre. « J'ai quelques difficultés financières ces temps-ci, admit-il enfin. Bien sûr, je vous donnerai 1 sol par livret. »« Il est vrai que vous vous y connaissez en galons, monsieur le marquis, » laissa-t-elle tomber en martelant chaque mot. Il se sentit blêmir lorsqu'elle continua. « Figurez-vous qu'une âme charitable m'a fait savoir que vous aviez usurpé votre titre. »« Impossible, » se défendit Lourmel en déglutissant péniblement. « D'ailleurs, j'ai des lettres de noblesse qui prouvent. De mauvais faux, semble-t-il. » Elle exhuma fort à propos une lettre. Antonin Normand, né à Lourmel en 1656, petit-fils d'un mercier de Bourges qui a fait fortune dans la dentelle et les galons. Le marquis, muet, l'écouta poursuivre. Imaginez qu'une personne mal intentionnée vous dénonce. Colbert fait la chasse aux bourgeois comme vous, qui se font passer pour nobles afin d'échapper à l'impôt. Dans votre cas, ce serait la Bastille et sans doute l'échafaud. Lourmel, effondrée, était à point. Elle poursuivit donc avec un sourire mielleux. Mais il y a certainement moyen de s'arranger, mon cher marquis. Un généalogiste de mes amis vous fera des certificats plus vrais que nature. Je vous demanderai juste quelques petits services en échange. Je suis à votre disposition, répondit péniblement Lourmel en s'épongeant le front de son mouchoir. Il s'agirait de faire une farce à une demoiselle. Pour commencer, j'adore les farces, fit-il en riant jaune. J'en suis persuadé. Vous verrez mademoiselle de Montvivier qui vous expliquera. La marquise se leva et sonna, signifiant à Lourmel que l'entretien était fini. En ce qui concerne votre affaire, ma commission sera de 3 sols par livret. Une fois seule, elle reporta son attention sur les jardins. Le roi parlait à présent avec cette vieille bigote d'Harcourt. Mademoiselle de Montvivier est là, madame, fit Claude dans son dos. Alors, que lui a dit le roi ? Fit la marquise à Héloïse sans même se retourner. J'ai entendu mademoiselle de Saint-Béril qui disait « Je suis si heureuse, votre majesté ». Et le roi répondit « On va encore jaser ». « J'en étais sûre !» fit la marquise en se tordant les mains. « Cette pain-bêche veut séduire le roi. » Athénaïs regarda le cortège descendre jusqu'à l'allée royale où, à l'ombre des arbres, on avait dressé quelques tables pourvues de rafraîchissement. « Elle promène bien les chiens de la reine ?» demanda-t-elle en se retournant vers Héloïse. « Oui, madame, presque chaque jour. Faites en sorte qu'elle les perde. » Héloïse resta un moment interdite. « Mais comment, madame ? Servez-vous de votre imagination, Héloïse. Et je saurai être généreuse. » Héloïse acquiesça en souriant, mais la marquise poursuivit déjà. « Notre reine tient plus à ses chiens qu'aux bijoux de la couronne. Si les chiens disparaissent, cette sainte nitouche sera renvoyée. Simple, mais efficace. Je ferai au mieux, madame. Monsieur de Lourmel vous aidera. Venez me rendre compte dès que la chose sera faite. » Dehors, les dames, telles des couleuvres repues, s'étaient affalées sur les sièges ou dans l'herbe, suivant leurs conditions, et dégustaient avec délice sorbet de citron ou sirop d'orge. À quelques pas, 2 musiciens entamèrent des airs légers aux luttes et à la guitare. Le paradis devait ressembler à ce jardin, se dit Pauline en s'asseyant au pied de la souveraine. Dans une douce torpeur, elle regarda la magnifique perspective du grand canal et du bassin d'Apollon, les fontaines crachant une eau irisée sous le soleil. Et cette paix, plus de bruit,
plus d'odeur de peinture. Les chiens semblaient souffrir de la chaleur. Pauline se leva et se dirigea vers la fontaine la plus proche pour y remplir leur bol en argent ciselé. Elle mouillait sa nuque d'eau fraîche lorsqu'elle aperçut Cécile qui venait à sa rencontre. « Je suis épuisée, lui dit-elle en posant sa sacoche. Tu permets ?» Cécile prit sans façon le bol des chiens et y but à longs traits avant que Pauline n'ait pu ébaucher un geste. « Beaucoup de malades ?» demanda Pauline. « Tu penses ? Une hécatombe avec cette chaleur. Les ouvriers tombent des échafaudages comme des mouches. Je reviens de la nouvelle pièce d'eau. Les gardes suisses qui creusent dans la boue jusqu'aux genoux sont tous atteints par la maladie des marais. Fièvre tierce, cartes et j'en passe. Et où vas-tu comme ça ? Je file au bosquet de l'Étoile voir la Quintigny, le responsable du potager royal. Il y plante des arbres avec le nôtre. Je vais le supplier de me donner des plantes médicinales. Je n'en ai plus, lui dit Cécile alors qu'Élisabeth s'approchait d'elle avec des mines de conspirateurs. Cécile, la reine est sûre de t'avoir déjà vue quelque part. Elle veut te parler. Toutes trois se regardèrent étonnées. Sans compter que ce n'est pas tous les jours que quelqu'un boit dans la gamelle de ses chiens, ajouta-t-elle en pouffant. En suivant ses amis, Cécile regarda le bol en argent avec étonnement. Ça, une gamelle ? Alors que la plupart de ces malades mangeaient dans des écuelles de bois. Elle savait les nobles bizarres, mais à ce point. Este petite, je la connais, non ? Fit la reine à Pauline. Voici mon amie, votre majesté, Cécile Drouet. Elle est guérisseuse. Cécile, tout intimidée, mit un genou à terre, respectant sans le savoir l'étiquette de la cour d'Espagne. Votre majesté, c'est un tel honneur pour moi, fit-elle spontanément en espagnol, en laissant l'ourlet de sa robe. La reine, étonnée, continua dans sa langue maternelle en fronçant les sourcils. Je te connais ? Tu es espagnole ? Je l'ignore, votre majesté, répondit Cécile à la stupéfaction de Pauline qui, comprenant que quelque chose d'anormal se passait, interrompit aussitôt son amie en français. Votre majesté, beaucoup d'ouvriers sont malades et Cécile n'a plus de plantes. Peut-elle se servir au potager ? Attendez, y reviens, fit la reine en se levant. Elle marcha avec précaution sur ses hauts talons jusqu'au musicien. Louis XIV, comme souvent, remplaçait le guitariste. Depuis sa plus tendre enfance, il se passionnait pour cet instrument et tous s'accordaient à dire que, s'il n'avait pas été roi, il aurait pu faire un excellent musicien. Il s'interrompit une seconde, écouta sa femme, puis hocha positivement la tête. La reine revint aussitôt l'air triomphant. « Les rois, il a dit que oui !» Cécile poussa un soupir de soulagement, puis, à genoux, embrassa la main de la souveraine pour la remercier. Madame de Morlois, qui jouait aux cartes avec Héloïse un peu plus loin, ne put s'empêcher de pester. Quelle époque ! La reine accepte dans sa suite des filles de rien, sorties d'on ne sait où. Et voilà maintenant qu'elle reçoit la canaille. On aura tout vu. Héloïse, ravie, se dit qu'entre la petite farce qu'elle préparait et les renseignements glanés aujourd'hui, elle pourrait sans doute s'offrir une robe neuve. Arrêtons-nous une minute pour faire souffler les chevaux, proposa Guillaume à son cousin Thomas. Il descendit de sa vieille jument et la mena boire au grand canal. La pauvre bête n'en pouvait plus. Il lui flatta l'encolure, soulevant un nuage de poussière, puis regarda vers le palais. « Cela a bien changé depuis la dernière fois que je suis venu, lui dit Thomas. Il y a de nouvelles ailes au château, et on a encore agrandi les jardins. » Thomas, fourbu, s'assit dans l'herbe. Il passa d'un geste las ses doigts dans ses courts cheveux bruns, puis secoua sa chemise qui lui collait à la peau. Partis de Paris sous un soleil de plomb, ils arrivaient enfin après 2 heures de route. « Quelle chance que tu sois en poste à Versailles, continua Thomas. J'étais sûr de m'ennuyer ferme en rentrant de Hollande. J'espère bien retrouver le comte des Réaux. Un ami qui était avec moi à l'ambassade, un joyeux drille. Tu verras, tu l'apprécieras. » Guillaume se laissa tomber aux côtés de son cousin. « Tu oublies que je viens prendre mes fonctions et que toi, tu viens t'amuser. Et alors, la garde écossaise marche par roulement. Tu auras beaucoup de loisirs. Cela me permettra de surveiller les fréquentations de ma sœur, lâcha Guillaume avec amertume. Assez. Tu ne sais pas si ces bruits stupides sont vrais. On m'a bien laissé entendre que si j'ai été affectée aussi rapidement à Versailles, c'est parce que le roi avait quelques faiblesses pour ma sœur. Celle-là, elle va m'entendre, se conduire comme une... Tu te fais des idées.
Pauline n'a que 15 ans. L'âge n'a rien à y voir. C'est une femme maintenant. Tu ne l'as pas vue depuis 2 ans. Justement, tout ce luxe tournerait la tête à de plus sensé qu'elle. Eh bien moi, ça y est, la tête me tourne déjà, fit Thomas en tapant sur l'épaule de son cousin. Regarde-moi ces jouvencelles toutes fraîches. À 100 pas, 3 jeunes filles discutaient. Derrière elles, les dames attablées jouaient aux cartes. Tu ne penses donc qu'à courir le jupon, fit Guillaume en riant. Bien sûr, pas toi, répondit Thomas en fixant les sous-bois. C'est la suite de la reine. Je reconnais son dais. Guillaume, à ces mots, observa les jeunes filles plus attentivement tandis que Thomas poursuivait avec à l'appui des gestes suggestifs. Tu Dieu, la petite blonde là-bas a de quoi réjouir les mains d'un honnête homme. Guillaume croisa les bras et soupira en hochant du chef. Eh bien, laisse donc tes mains dans tes poches, la petite blonde, c'est ma sœur. La dernière fois que je l'ai vue, elle jouait encore à la poupée. Et la belle brune alors? Guillaume observa la robe simple et les gestes gracieux. Elle n'avait pas changé, pensa-t-il, avec une inexplicable émotion. Ne t'avise pas d'y toucher, c'est Cécile, quasiment la sœur de ma sœur. Ta, Cécile? Il hocha la tête en la suivant des yeux. Au loin, il la vit soulever sa sacoche et partir presque en courant. La troisième, monsieur, je peux? Demanda Thomas, un doigt en l'air. Elle est élancée et gracile comme je les aime. Ses traits n'ont pas l'air très réguliers, mais elle ne manque pas de charme. Tu es incorrigible. Ta mère n'a pas parlé de te marier? Certes, fit Thomas. Les affaires de mon père vont mal, et la dot de cette demoiselle de Coucy arrive fort à propos pour enflouer ses caisses. Cela ne t'ennuie pas d'épouser une fille que tu ne connais pas? Non. Elle ou une autre. Il paraît qu'elle est laide à faire peur, d'où l'importance de sa dot. Ma mère m'a dit qu'elle était à la cour depuis peu, je vais donc pouvoir en juger par moi-même. L'insouciance de Thomas sonnait faux. Guillaume s'en rendait compte. Il fit pourtant mine d'en rire. Raison de plus pour en profiter avant d'avoir la corde au cou. Trêve de plaisanterie. Nous ne pouvons pas nous présenter devant la reine dans cet équipage, couvert de poussière et sans perruque, fit Thomas en se levant. Je t'emmène aux grandes écuries, tu verras ta sœur plus tard. Le comte des Réaux posa son livre sur le banc de pierre avec un soupir d'exaspération. Dans le château, les travaux faisaient un vacarme d'enfer et dehors, les courtisans semblaient s'être passé le mot pour le déranger. Pourtant, ce bosquet de buis était parfait. Au fin fond des jardins, à l'orée des bois, personne ne s'y promenait jamais. Silver y passait ses après-midi, à tel point qu'il avait fini par croire que l'endroit lui appartenait. « Je n'aime pas ça, mademoiselle », criait presque un homme de l'autre côté de la haie. « Je vous en prie, ne jouez pas les lâches », rétorqua une voix de femme. « Héloïse ?» Silver chercha instinctivement un endroit pour fuir. Derrière la haie, l'homme poursuivait. « Mademoiselle de Saint-Béryl risque la disgrâce. Cela n'a rien à voir avec une farce. Que vous importe? La marquise vous paiera grassement pour cela. » Silver se figea. Héloïse préparait-elle un mauvais coup? « Vous la bousculez, et je m'occupe des chiens. Ce n'est pas sorcier, » reprenait hargneusement Héloïse. « Je prends tous les risques. » Comme les voix s'éloignaient peu à peu, Silver décida de les suivre à distance. Il connaissait mal mademoiselle de Saint-Béryl, mais il l'avait côtoyée à diverses reprises. Assez, en tout cas, pour lui venir en aide. Ainsi, pensa-t-il, la marquise voulait perdre la belle Pauline. Comme tout le monde, il avait entendu des bruits sur cette demoiselle et Louis XIV, mais il n'y croyait pas. Elle n'avait rien d'une aventurière capable d'intriguer contre la redoutable marquise. Héloïse s'arrêta une fois de plus pour houspiller l'ourmel, qui rechignait encore. Silver attendit patiemment la suite en se cachant derrière un groupe de statues. « Remuez-vous, l'ourmel, elle arrive !» L'ourmel regarda peureusement de tous côtés avant de se lancer à la rencontre de Pauline qui descendait l'allée, les chiens en laisse.